Pour la petite histoire, sachez que j'ai commencé à écrire ce livre il y a bien des années, bien avant la crise du coronavirus naturellement, mais il se trouve que la pandémie lui a donné une actualité tout à fait particulière, puisque aucun concept philosophique n'a été autant mobilisé pendant cette période que le concept de confiance. Il était d'autant plus étonnant par conséquent de constater que parmi les grands théoriciens de l'ordre social, de Hobbes à Habermas, eh bien, il n'y avait pas de véritable théorie de la confiance, il ne développait pas cette notion. Et il y avait une grande disproportion entre, au fond, l'importance réelle qu'ils accordaient au concept de confiance, puisque tous disaient qu'il n'y a pas de société sans confiance, et puis le peu d'intérêt théorique qu'ils lui ont porté. Par conséquent, il me semblait tout à fait fondamental, non seulement de m'atteler à une définition de la confiance, mais à élaborer une véritable théorie de la confiance, et c'est ce que je fais dans ce livre. L'idée fondamentale du livre, c'était de montrer que la confiance n'est pas liée simplement à des situations particulières de risque, où il faut calculer des risques, comme par exemple lorsque nous achetons une voiture d'occasion ou qu'on engage une babysitter, mais que la confiance est véritablement ce dans quoi nous séjournons. La confiance est rapport au monde et se distribue sur l'ensemble de nos rapports au monde, rapport aux objets, rapport aux personnes, rapport aux institutions. D'ailleurs, la crise du coronavirus a bien montré que au fond, dans le temps du confinement, nous avons suspendu toutes ces relations, puisqu'on ne pouvait même plus toucher. Notre relation tactile aux choses était elle-même mise en cause. Et ça montrait donc bien par la négative, en quelque sorte, que en temps normal, eh bien, nous sommes dans un rapport de confiance avec les choses, avec les personnes que nous embrassons, que nous côtoyons, etc. Et l'idée fondamentale, c'était donc de partir du rapport pratique au monde, c'est-à-dire du rapport que nous entretenons par l'action avec le monde, ce que nous faisons dans le monde. Et là, le concept fondamental autour duquel gravite la notion de confiance, c'est la notion d'attente de comportement. Nous nous attendons toujours dans une action à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Nous ne faisons pas qu'exprimer une volonté que nous exécutons, mais nous devons nous attendre à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Que le sol me supporte lorsque je marche, que le réveil matin me réveille le matin, que les personnes fassent ce qu'on peut attendre d'elles, etc. C'est donc la notion d'attente de comportement qui était tout à fait cruciale dans cette notion de rapport au monde, et c'est de là que vient la définition que je propose de la confiance, qui est d'être un pari sur les attentes de comportement. Nous parions que les choses vont se comporter d'une certaine manière. C'est ça, une relation de confiance, et on voit donc bien qu'elle se distribue sur l'ensemble de nos rapports au monde, choses, personnes ou institutions. Il se trouve que ce matin, j'ai emmené ma fille à l'école, et ceci suppose toute une série de confiances et donc de paris qui s'engrènent les uns dans les autres. Ça commence avec le réveil matin, naturellement, puis le petit déjeuner, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, la confiance qu'il faut avoir dans les aliments que j'ai achetés dans un supermarché ou dans un magasin où j'ai confiance dans le vendeur. Je suis sorti dans la rue, j'ai donc marché sur le sol avec elle. Nous avions confiance que le sol nous supporte. Je l'ai amenée dans cette école qu'elle aime bien, où elle a confiance dans sa maîtresse, et je l'ai emmenée moi-même en toute confiance, parce que je sais que je peux compter sur cette belle institution pour éduquer ma fille. Tout ça, ce sont des confiances successives qui se distribuent, comme je l'ai dit, sur l'ensemble de nos rapports au monde et en permanence. Alors il est clair que les paris que nous faisons ne sont pas tous de même nature. Parier sur le réveil matin, c'est pas la même chose que parier sur le comportement de l'institution scolaire. Il y a des paris explicites, il y a des paris conscients, il y a des paris inconscients, mais chacune de nos actions, en fait, présuppose cette confiance, c'est-à-dire ces attentes de comportement que nous espérons voir honorées. Je consacre effectivement toute la deuxième partie du livre à une analyse, si on veut, de la société d'aujourd'hui. Alors, à propos de la crise de confiance, je dirais deux choses. D'une part, il n'y a pas de crise de confiance en général. Ça n'existe pas selon le concept même de confiance. La confiance est toujours liée à certaines actions ou à certains corrélats de l'action particuliers. On peut ne plus avoir confiance dans le gouvernement, on peut ne plus avoir confiance dans la justice, mais la confiance n'est pas quelque chose qui est en crise d'une manière générale. Elle est liée à certains corrélats
de l'action et à chaque fois pour des raisons bien particulières qui peuvent s'analyser. Et la deuxième chose, c'est que une des thèses du livre, c'est de dire que le développement numérique de notre société, et en particulier l'emprise du numérique sur nos existences, a des conséquences extrêmement importantes du point de vue de la confiance. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en réalité, partout où on veut renforcer la confiance, c'est un leitmotiv des opérateurs et de tout le monde d'une manière générale, mais qu'en réalité, c'est exactement le contraire qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils contournent la confiance. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter que nous ayons recours en réalité à la confiance, au profit de la sécurité, ce qui s'installe progressivement à travers la médiation numérique que nous utilisons tous les jours. Ce qui s'installe, c'est une logique assurantielle. Ce n'est pas une logique de confiance, c'est une logique assurantielle. Nous sommes assurés que notre volonté va pouvoir s'exécuter grâce à la médiation numérique, d'où au fond la question sur laquelle s'ouvre et qu'analyse la fin du livre, c'est-à-dire à quoi peut bien ressembler une société qui peut se passer de confiance. Dans le monde numérique, les attentes de comportement ne sont plus des attentes naturelles, imposées par l'environnement, ou des attentes symboliques, forgées par les humains, mais des attentes générées par des machines et dont la finalité échappe à la conscience des utilisateurs, en revêtant celle-ci d'un habit de miroir où elle ne reflète plus qu'elle-même. Plus besoin de confiance dans ce monde-là, plus besoin de pari, plus besoin d'exposer sa vulnérabilité, plus besoin de faire dépendre sa volonté d'attentes qui ne dépendent pas de sa volonté. La sécurité est assurée par les administrateurs. Ils veillent à la satisfaction des désirs et à ce que ne naissent que des désirs qui puissent être satisfaits. De sorte que ce prêt-à-porter numérique agit comme la cage invisible d'un immense théâtre humain. Elle laisse les gens s'agiter à leur guise, mais ils ne peuvent plus quitter la cage. Ils sont comme des acteurs qu'on aurait enfermés sur scène avec leur consentement, parce qu'ils aiment tellement leur métier. Ils veulent y vivre, ils sont prêts à y mourir. Peu leur importe qui écrit leur rôle, ni qui programme les pièces, pourvu qu'ils puissent jouer.